Les 3 pires expériences de touristes en France. En Inde, mais maintenant il est l'heure d'aller dans un petit pays qui craint un peu, la France. Le camembert, la baguette. C'est Erol, et on va parler aujourd'hui des pires expériences qu'ont vécues des touristes étrangers chez nous. Alors rapprochez-vous, là il ne sera pas question de petites balades sur la côte d'Azur, ni même dans la forêt d'Agneau, ou même dans le Vieux-Lyon, mais plutôt d'expériences traumatisantes vécues par des étudiants ou de simples touristes qui voulaient juste voir la France. Des étrangers qui, pendant qu'ils étaient en France, n'ont peut-être pas pu suivre leur série préférée sur Netflix ou même Disney+, car elle n'était disponible que dans leur pays. Mais heureusement, si NordVPN. ça aurait pu marcher, et c'était CyberGhost qui sponsorise la vidéo. Car grâce à leurs 11 000 serveurs dans 100 pays, eh bien, CyberGhost surcoté à mon avis. On skip. CyberGhost, vous n'êtes pas CyberGhost. Il y a une garantie sur Poisson Fécond, ce que nous allons d'une université. Bien, aujourd'hui, Okay. sur Comte Fécond, attention, on n'est pas sur Poisson Fécond, ce que nous allons voir, c'est une balade aux Tuileries, donc à Paris, qui va prendre une mauvaise tournure, mais aussi une matinée sur les marches d'une université qui va virer un petit peu au cauchemar, et enfin un trajet en voiture assez imprévu qui va se transformer en une épopée assez horrible. On est parti. Et vous savez, tout à l'heure, là, je vous ai raconté l'anecdote avec les Anglais, là. Quand le mec, il est arrivé au comptoir, là, ensanglanté, là, moi, j'avais peur, hein. Je me suis dit, Bellec, je sais pas, le mec, il est fou dans sa tête, il va vouloir se battre avec moi, tu vois. Je me suis dit, Bellec, j'avais peur, hein. Balade aux Tuileries. Alors, cette histoire-là commence avec une certaine Angel Faced, qu'on a renommée Angela, voilà, c'est quand même plus simple. Et ça remonte très précisément à la fin du mois d'avril 2017. Et Angela s'en souvient parfaitement, car c'était au moment de l'attaque sur les Champs-Élysées, où 3 policiers ont été tués. Je sais pas si vous avez noté cet événement. Daesh. Angela nous dit qu'à cette époque, elle avait assisté à la scène de loin, mais depuis l'intérieur d'un magasin, sur les Champs-Élysées donc, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Mais ce n'est pas du tout ce dont elle veut nous parler dans son témoignage. Là, le deuxième jour de son séjour, Angela, qui vient de Grande-Bretagne, a prévu d'aller au Louvre. Et donc elle quitte son auberge de jeunesse très tôt le matin, assez impatiente. Bref, elle en a pour 45 minutes de marche et elle commence son trajet. Mais au bout d'un gros quart d'heure, elle croise un homme qui la siffle et qui lui sourit. La délicatesse des Parisiens, j'imagine. Bon, en temps normal, ça... En plus, on dit que Paris, c'est la capitale de l'amour, le romantisme, tout ça. Ah, frère. Gonflé. Mais là, étant à Paris, ça lui passe au-dessus. Le problème, c'est que quelques minutes plus tard, il réapparaît à côté d'elle, sorti de nulle part, et il commence à lui parler. Là, elle nous précise d'ailleurs qu'il devait avoir peut-être une vingtaine d'années. Je lui réponds quand même poliment, mais je comprends qu'il m'a suivi. On parle vite fait, je lui dis que je suis en vacances et que je vais au Louvre. Il me pose ensuite plein de questions dans un très mauvais français. Je lui demande pourquoi il me suit et il me répond qu'il a rien à faire, nulle part où aller, et il me propose ensuite de dîner avec lui le soir même. Je sais pas trop quoi répondre, donc je lui dis au second degré que oui, pourquoi pas. Bon, la conversation est un petit peu chaotique, car en fait l'anglais et le français du mec sont vraiment un peu approximatifs, quoi. Et puis à un moment, Angela lui demande s'il fume, mais les deux se comprennent assez mal, parce qu'on sait pas si elle parle de cigarette ou de joint. Mais le mec, lui, il perd pas le nord, et il enchaîne avec si tu veux fumer, viens. Attends, pourquoi il y a des birolles de noir, là, depuis tout à l'heure, là? C'est un Renault, le mec, ou il essaie de faire passer un message, là? Attends. Non, cette histoire-là commence, c'est quand même plus simple. Gap Year, Champs-Élysées, Tickets de Louvre. Attends. Voilà. About 15 minutes in, I'm walking and a guy notices me, calls out a whistle and smiles at me. Okay, I would be annoyed, but I'm in Paris, so who cares? Carry on walking. A few minutes later, he appears next to me, smiling and saying hi. He's about early mid-20s, very tanned skin. Ok, en gros... Ok, en gros, il a la peau mate, mais elle est pas sûre de sa nationalité, c'est pour ça, ok. Je comprends qu'il m'a suivi. On parle vite fait, je lui dis que je suis en vacances et que je vais au Louvre. Il me demande s'il fume, mais les deux a l'air complètement perdu, ne sachant pas où est le Louvre, quoi. Sauf qu'Angela, elle lui dit déjà qu'elle a son billet, qu'elle va visiter le musée, mais le type continue de la suivre en lui répétant qu'ils peuvent aller dîner plus tard et rencontrer ses amis, tout ça. Sauf que bon, là, le Louvre est à présent en vue avec la petite pyramide, tout ça, et le cœur d'Angela commence vraiment à battre fort. Comme si elle réalisait de nouveau qu'elle était seule dans un pays étranger avec quelqu'un qui la suit depuis trop longtemps. Sauf que ça va un petit peu mieux lorsqu'elle arrive à proximité de l'entrée du musée, parce que là c'est rempli de monde, elle se dit bon ça va, c'est quand même un peu plus safe, quoi. Bon, là Angela décide de presser le pas pour se diriger vers l'entrée, alors que le type continue toujours de l'observer, mais un peu plus à distance. Là Angela se dirige vers un homme un peu âgé qui parle anglais. Est-ce qu'il ressemble pas à Alain Chabat, ce mec? Attends.
Je suis un peu distrait. Ça me semble de ouf. C'est lui, genre. Bref, allez. Et elle lui demande tout de suite de l'aide en lui disant qu'elle est suivie. Et Angela lui fait discrètement comprendre par un petit signe où se trouve le mec qui est en train de la suivre. Bon là le vieil homme lui dit alors d'entrer dans le Louvre et de ne surtout pas se retourner. Là Angela elle fait bon bah nickel c'est bon je suis sorti d'affaire. Sauf que entre temps le mec insistant est revenu au niveau d'Angela et là il lui demande ce qui se passe comme s'ils avaient taillé la bavette ensemble. Là le vieil homme demande à Angela si tout va bien et bah elle lui répond que oui et elle entre alors dans la pyramide avant de prendre l'escalade. Il y a des gens, ce qu'ils font comme strat, c'est que la meuf, elle va voir un gars, elle lui explique la situation en vif, et en gros, elle lui demande de faire comme si c'était son mec, en fait, tu vois. Comme ça, le mec, là, en mode, ah, elle a un gars, ça y est, après, il se barre, tu vois. Ça, je trouve ça grave lourd, hein, cette complicité-là qu'il peut y avoir entre une personne en détresse et une personne qui est en capacité de faire quelque chose. Sauf que le mec insistant décide encore une fois de la suivre. Le truc, c'est que Angela a signalé à plusieurs reprises qu'elle était suivie, que ce soit en entrant dans la pyramide ou même à la personne qui avait validé son ticket. Et personne ne semble avoir quelque chose à foutre de son cas. Putain. Vous êtes suivi, on s'en fout. Bref, une fois les portiques passées, elle se rend au poste de Non, fallait qu'elle vienne me voir moi, frère. Le mec, je l'aurais mis KO. KO, direct. sécurité pour, encore une fois, dire qu'elle est suivie. Et là, on lui répond que, juste le mec voulait sans doute la voler. Me voler, juste me voler, en plein jour, en me suivant pendant plus de 30 minutes, ça m'étonnerait vraiment. Nah, ça fonctionne pas comme ça, hein. Les gens qui veulent te voler, ils volent, hein, c'est tout, hein. Ils snatchent ça dans ta main et ils partent, hein. Là, j'ai une horrible sensation de frisson dans tout le corps, mais je suis saine et sauve à l'intérieur. Et il y a de nombreux soldats armés qui se promènent dans l'endroit, donc dans une certaine mesure, je ne suis pas en danger. Mais voilà, je suis seule, jeune et loin de mon pays. Bon, Angela termine en disant qu'elle est contente de ne pas avoir cédé. Juste, lui demande... imaginez que ça vous arrive à vous, que vous soyez un mec ou une meuf, que vous soyez dans un pays étranger tout seul, genre en Corée ou au Japon, tu vois, là où il y a des bails de mafia, de yakuza, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, il y a un mec qui te suit. T'es là, tu parles mal la langue et tout, peut-être pas du tout. Tu fais quoi? Tu vois, c'est intéressant de changer les rôles comme ça et d'imaginer. Où elle logeait, parce que ça aurait peut-être aggravé quand même un petit peu la situation. Mais bon, elle termine de manière plus positive en disant qu'elle a quand même profité au maximum de son séjour sans trop d'ennuis. Si on met de côté quand même la fusillade sur les Champs-Élysées. Tu vois, en plus, il y a ce contexte bizarre là. Moi là, si je voyais quelqu'un qui me suit... Mais imagine, t'es un mec et c'est une meuf qui te suit, tu vois. Mais si c'est un mec, à la rigueur, vous pouvez vous taper, tu vois. Mais si c'est une meuf, t'es en mode, ah, c'est bizarre. Est-ce que tu vas voir la police? Est-ce que tu... Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours, tu cours. T'essaies de la semer, genre. En mode Terminator, elle fait que te suivre. D'ailleurs, elle dit qu'elle n'a jamais parlé de ça, de cette petite mésaventure avec ce mec insistant à ses parents. Mais bon, clairement, quand elle repense à cette affaire, ça aurait peut-être pu tourner bien différemment et s'aggraver. Donc là, heureusement, elle s'en tire assez bien. Voilà pourquoi les gens votent le RN. Mais en tout cas, si Angela a eu de la chance, notamment que cet homme ne tente rien, qu'il fasse jour, etc., ça sera malheureusement pas tout à fait pareil pour la prochaine histoire. Saint-Étienne. Cette histoire remonte au début des années 2010. Elle est partagée par une personne qui, une fois n'est pas coutume, a supprimé son compte Reddit. Donc, on n'a vraiment pas d'infos sur son nom, qui elle est, machin. Donc nous, on l'a renommée Olivia. Et donc bon, cette Olivia explique qu'elle est originaire de l'Ontario au Canada et que le gouvernement de cette province a offert une bourse d'études à ses étudiants pour qu'ils aillent apprendre le français pendant un mois directement chez nous, les Français. Quelle bonne idée. C'est vrai qu'il Français de France. Le Québec où il parlait quand même assez bien français, quoi, globalement. Mais bon, la France, c'est plus loin, c'est plus exotique, sans doute. Bon, alors là, laissez tomber tout de suite Paris, parce qu'on va se diriger dans le département de la Loire, et plus précisément à Saint-Étienne, avec son très beau fleuve sous terre. Du coup, les gars, il n'y a pas de fleuve à Saint-Étienne, c'est quand même un peu chiant. Enfin, si, mais il est sous la ville. Enfin, c'est un détail. Mais bon, de ce que dit Olivia, c'est qu'elle a aussi passé un petit peu de temps ailleurs, et globalement, elle a quand même trouvé la France magnifique, mais elle est quand même tombée sur pas mal de mecs un peu flippants. Bref, un jour, elle quitte son appart à Saint-Étienne pour retrouver des autres Canadiens et d'autres étudiants. Là, il y a un pattern, là. C'est que des meufs, en fait. Est-ce que ça veut dire les hommes, c'est des chiens ou juste une coïncidence, là? Devant l'un des bâtiments de l'université, donc à Saint-Étienne. Et là, l'activité du jour, qui est organisée par l'université, c'est une sorte de randonnée dans les alentours, et Olivia arrive sur place la première. Là, elle s'assoit alors devant le bâtiment pour attendre les autres étudiants, mais quelques instants plus tard, un type, à peu près genre 25 ans, semble sortir des haies juste derrière elle.
Il n'y a pas d'allée derrière moi, donc j'ai trouvé ça assez étrange. Je lui souris par politesse, puis il vient s'asseoir à côté de moi et il commence à me parler en français. J'essaie de lui dire avec le plus de tact possible que mon français est vraiment pas bon et que je suis étrangère, ce qui fait que je ne le comprends pas très bien. Il s'est alors mis à parler dans un assez bon anglais et il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai alors répondu un petit peu naïvement et par réflexe. Voilà, du coup, une rencontre pas spécialement agréable pour Olivia, mais jusqu'à là, ça va. Elle gère façon de Après, je vais vous raconter une rencontre que moi j'ai eue vraiment, vraiment bizarre. parler, quoi. Sauf que le problème, c'est que le mec commence à se rapprocher d'elle, en lui disant, par exemple, qu'il la trouve vraiment, vraiment très mignonne, quoi. You are a very beautiful girl, you know, avec un bel accent. Bon, là, elle précise quand même, du coup, Olivia, que ça l'effraie pas particulièrement. Car, bon, elle a pu comprendre depuis qu'elle est en France que les hommes français ont tendance à être beaucoup plus directs que les hommes nord-américains, par exemple. Alors, dans son histoire, Olivia nous fait quand Il y a même des chiens. part d'une petite parenthèse pour nous parler d'un vieil homme qui était en permanence dans le centre commercial de Saint-Étienne. Et cet homme avait visiblement une passion pour les personnes parlant anglais, car à chaque fois qu'Olivia était sur place, il lui tombait dessus. Et une fois qu'il était près d'elle, ça va vous paraître un peu bizarre, mais il sortait sa bite et il faisait Oh! avec tout en Wow, 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 wow. L'histoire que je vais vous raconter, ça a un rapport avec ça. fixement Olivia devant tous les autres clients. Avec le temps. Non, mais attends. On est censé être dans un pays développé, un pays civilisé. Tout ça pour qu'un mec qui voit une meuf sort son sgeg, il fait l'hélicoptère en la regardant dans les yeux. Est-ce que c'est pas un comportement d'homme des cavernes, ça, frère? Alors, même dans un pays pauvre, est-ce qu'on fait ça? Vraiment? Olivia lui a donné un petit surnom et c'était Monsieur Midspin, la viande tournoyante quoi. Mais bon, revenons-en quand même au parvis de l'université, où là, le type continue de s'approcher d'Olivia, qu'il remercie un petit peu bêtement pour ses compliments. Ah, elle sait pas trop comment réagir honnêtement, elle est un peu, voilà, elle voudrait juste qu'elle lui lâche la jambe. Et d'ailleurs, Ça en me parlant dégoûte. de ça, le mec lui dit qu'elle a des jambes très sexy, et là, il commence à poser les mains dessus. Oh! Là, Olivia se fige, elle rit nerveusement sans vraiment pouvoir contrôler sa manière de réagir. Et en fait, la main de l'homme qui part du bas de la jambe d'Olivia commence à remonter sur sa cuisse. Là, la jeune femme est terrifiée, alors que la main de l'homme remonte de plus en plus vers ses parties intimes. Je me suis alors figée, en état de choc total, et je... Et vous savez, dans ce genre de situation, ton cerveau, en fait, il réagit pas comme il réagirait normalement. Comme t'es en état de choc, t'es comme si tu te regardais à la troisième personne. Et comment dire? T'es pas en train de réaliser ce qui est en train de se passer tellement c'est lunaire dans ta tête, en fait, tu vois. C'est seulement après coup, quand tu fais la rétrospective, on va dire que t'es en mode « Oh, ça s'est passé », tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être victimes de ce genre de problème et qui vont en parler, mais longtemps après, en fait, tu vois. Sur le coup, elles vont rien faire, elles vont rien dire. Je regarde bêtement et fixement sa main qui glisse sur le haut de ma cuisse. Je commence à trembler, je lève les yeux pour le regarder et là je vois qu'il a un regard froid mais aussi à moitié absent et c'est indescriptible. À ce moment précis, j'ai entendu des voix un petit peu plus loin, je me retourne et là je vois directement que c'est des étudiants, des Russes qui participaient à un programme d'échange. Là, Après, je vais vous raconter une deuxième truc que j'ai vu. Putain, cette vidéo elle me rappelle des choses là que j'avais oublié, putain. Olivia, il voit alors l'occasion de se sortir de cette situation. Et du coup, elle interpelle l'un des Russes de loin en le saluant, en faisant des grands gestes, histoire que elle soit bien repérée. Là, le mec creepy qui était sur elle a bien évidemment vu les Russes. Et là, il s'est sans doute dit que ça craignait un peu trop, car il a lâché Olivia pour retourner dans les buissons d'où il venait. Dans les buissons? Le gars il vit dans les buissons, on n'a pas compris. Là, après un petit moment de stupeur, Olivia a alors sprinté vers les Russes et les a par réflexe serrés dans ses bras, comme pour se rassurer, avant de leur expliquer tout ce qui venait de se passer. Peu de temps après, les Canadiens sont arrivés et là encore, Olivia a partagé son histoire et ils se sont alors tous mis d'accord qu'à partir de ce moment-là, dans le doute, plus personne ne sortirait seul, même pour... Mais frère, il fallait le chercher le mec, frère. Olivia termine son histoire en nous disant que si les Russes n'avaient pas débarqué à ce moment-là, elle aurait sans doute été victime peut-être d'un viol ou de pire, sachant que c'était quand même très tôt le matin et qu'il y avait vraiment personne autour. Bon, en tout cas avec le recul, elle trouve qu'elle a été stupide de rester assise là quand elle a commencé à avoir peur, plutôt que le repousser le mec ou alors s'en... Non mais c'est quand t'es en état de choc, tu réalises pas en fait. Fuir. Mais bon, en même temps... Surtout quand... Putain, je parle ça, on dirait je suis l'expérience, mais je m'intéresse à la psychologie. Surtout quand c'est la première fois que ça t'arrive en fait. Dans ta tête, c'est tellement inimaginable que...
C'est voilà. Ça, juste ça se passe en fait, tu vois. Et tu comprends pas ce qui se passe. C'est vrai qu'à force de faire des vidéos sur le sujet, c'est vrai qu'on se rend compte que les gens qui subissent ça, sur l'instant, ils savent pas comment réagir, sachant que Voilà. minutes, ils imaginaient pas du tout être dans cette situation. C'est ça. Ils sont vraiment en mode stupeur, ils sont pétrifiés. C'est ça, c'est ça. Peut-être parfois le mal a déjà été. Je crois qu'on appelle ça de la torpeur. Parce qu'en même temps, je fais un cours de psychologie et de français. Diminution de la sensibilité de l'activité sans perte de connaissance. Tu vois ce que je veux dire? Et quelqu'un qui est en état de torpeur, l'activité psychique et physique, et physique, la sensibilité sont réduites. Donc en vrai, réaction plutôt logique en fait, mais triste. Mais bon, pour notre dernière histoire, là, il va être question d'un trajet en voiture complètement imprévu et qui va un petit peu virer au cauchemar. J'en dis pas plus. La voiture du fond. Alors cette dernière histoire a été partagée il y a une dizaine d'années, mais bon, elle remonte en vrai à l'année 1994 très précisément, il y a 30 ans. Et c'est un certain Ain't No Other Freak qui la raconte, et vu que là on n'a aucun indice sur son potentiel prénom, eh bien on l'appelle Liam. Bref, Liam commence son témoignage en nous parlant de Mark, qui est un ancien voisin avec qui il a grandi aux États-Unis pendant une dizaine d'années et qui considérait presque comme son frère. Sauf qu'un jour, le simili-frère, donc Mark, est retourné avec sa famille en France, vu que ses parents étaient donc français. Et Liam nous dit qu'ils sont souvent allés leur rendre visite quand ils habitaient en banlieue parisienne. Mais l'histoire qui nous intéresse, nous, c'est quand Liam est allé voir Mark tout seul des années plus tard. Et il se trouve qu'au printemps 94, donc, Liam débarque en France sans qu'on sache dans quelle ville. Il nous précise simplement que c'est une grande ville universitaire avec énormément d'étudiants étrangers et des fêtes qui durent jusqu'à l'aube. Là, bref, on est sur la place de la Comédie à Montpellier. Peut-être que c'était à Montpellier donc. Liam débarque donc sur place dans la ville et il s'apprête à passer la semaine dans le loft de Marc qu'il partage alors avec deux autres colocs. Et le soir même, ils vont tous dans un petit resto sympa et Liam découvre alors le groupe d'amis de Marc composé d'une quinzaine de personnes. Ils sont tous étudiants de différentes nationalités, et là il ne faut que quelques heures à Liam pour se sentir pleinement intégré. Ouais, ça doit être assez cool, plein de nationalités différentes, un peu... 94, j'étais même pas né, frère. Se trouve Sunny, une jeune fille grecque qui a immédiatement attiré mon attention. Bon, Sunny est un surnom car son vrai nom était trop difficile à prononcer. On a sympathisé très rapidement et ça s'est rapidement transformé en un espèce de flirt. Elle est super intéressante, très drôle et vraiment magnifique. Bref, mes 3 premiers jours sur place ressemblent à une succession chaotique de beuveries. On commence les soirées dans les bars et on les termine en boîte, jusqu'à l'aube. Et en plus de l'alcool, il y a aussi le sexe et quelques pétards à droite à gauche. Basique. C'est vraiment le bonheur pour Liam, qui explique d'ailleurs que le loft de Marc est un vrai petit moulin à ce moment-là, avec une quinzaine de potes qui viennent et repartent n'importe quand dans la soirée. Voilà, ça circule. Bon, et le 4e jour, le petit groupe décide de ralentir le rythme et d'aller dans un petit cinéma près de chez Marc. Alors bon, là, ils passent pas un super moment parce qu'apparemment c'était un peu un film d'horreur. Les gens dans le groupe, ils étaient pas trop au courant, ils ont pas aimé. Et bon, à un moment, ils se barrent du cinéma alors que c'est pas terminé et ils décident d'aller en boîte pour se changer les idées. Ils passent donc vite fait chez Marc, ils s'entassent tous dans 4 voitures et hop, là, ils filent en discothèque donc. Bref, ils arrivent en C'est boîte. la vie d'Aloca, hein. Ils s'amusent et vers 2h du mat, ils décident de quitter les lieux pour changer de boîte où là, il va y avoir un autre groupe d'amis qui les attendent. Et alors qu'ils partent, c'est un petit peu le bordel car en fait, tout le monde se précipite dans les voitures et vu qu'il y a techniquement pas assez de place, Liam et Sunny sont les 2 derniers dehors. Là, Liam demande alors à Marc quoi faire et ce dernier lui dit alors de checker dans la dernière voiture de la file et peut-être qu'il y aura un petit peu de place. Sauf que Liam, il a quand même pas mal picolé, mais globalement, il est quand même encore assez lucide. Alors que Sunny, elle, de son côté, est complètement arrachée, ce qui va vraiment pas arranger les choses. Là, Il n'y avait pas d'alcool, au frère. fond de la file, vers la dernière bagnole, elle manque de tomber, elle ouvre la porte de derrière, elle se jette dans la bagnole. Liam, lui, il en fait de même, il salue les 2 mecs de devant et il leur demande de suivre le petit convoi. Et Sunny, donc, qui est à côté de lui, ouais, un peu comme dans les films, hein. Puis elle s'écroule complètement sur la banquette, elle se met à ronfler, un peu à moitié. À ce moment-là, je jette un coup d'œil plus attentif aux 2 hommes de devant, mais je les reconnais pas. Le conducteur ne semble pas français, il a la peau foncée et il doit avoir une 30aine d'années. Alors que l'autre type doit avoir une 20aine d'années, mais il a l'air français ou au moins européen. Je vois alors que les voitures du groupe se mettent à rouler, mais la nôtre ne bouge pas d'1 centimètre. Et je commence à me dire qu'on s'est sans doute trompé de caisse. Je me retourne Ils sont vers rentrés. Sunny et je lui demande à voix basse si elle connaît ces types. Elle a toujours les yeux fermés et elle me fait un signe de la main pour me dire que tout est ok. Puis le type devant eux sur le siège passager... Elle est arrachée, frère. Et il commence à lui parler. Moi c'est JP, lui c'est Caleb, et on va faire la fête tous ensemble. Ok, bon, ça rassure pas. Bon là, Liam d'ailleurs, il sent un petit truc qui merde et il commence réellement à stresser. Mais Vous vous rendez compte, hein, ça s'est passé en 94. YouTube, ça n'existait même pas. Et là, je regarde cette vidéo sur YouTube, frère. C'est fou, hein. rassuré, il demande quand même aux mecs s'ils connaissent bien Marc. JP lui dit Bah ouais, t'inquiète, c'est l'un de mes meilleurs potes, on gère.
Sauf que Liam y croit pas trop. Et c'est alors que la voiture démarre et se met à rouler. Et les deux hommes devant commencent à parler entre eux à voix basse. Mais Liam ressent quand même clairement une tension, comme s'ils se disputaient. Qu'est-ce qu'on va faire, tout, on sait pas. Et comme le français de Liam est pas très très bon, il n'arrive pas à les comprendre, quoi. Et sans surprise, les red flags commencent à être assez nombreux pour Liam, qui va dire alors au conducteur qu'ils vont descendre au coin de la rue, car ils ont oublié un pote dans la boîte. Mais le mec devant ne lui répond pas. Là, Liam prend la main de Sonny, qui est complètement avachie, en train de ronfler, et il la secoue doucement pour la réveiller. Mais le seul truc qu'elle fait, elle, c'est de froncer les sourcils et de grogner vaguement pour lui faire comprendre qu'elle dort, quoi. Là, Liam jette un œil par la fenêtre, mais il ne voit même plus le convoi des autres voitures. Là, ce qui est compliqué, c'est que le mec, il pourrait, je sais pas, ouvrir la portière et partir en courant, mais elle est là, en fait. Non seulement elle est là, en plus elle dort et elle est arrachée, tu vois. Donc même si elle se réveillait, frère, elle pourrait rien faire. Là, ils ont vraiment besoin d'une aide extérieure, sinon ils peuvent rien faire. Pas ce qui s'est passé. Et la voiture dans laquelle ils sont tourne brusquement à droite, elle quitte la route principale et elle commence à rouler très très vite. Là, Liam essaye de garder son sang-froid et il demande alors au mec devant où ils vont, et ce dernier lui répond simplement « T'inquiète, si on passe par là, c'est pour aller plus vite, on va éviter les bouchons. » Bon, ça ressemble clairement à un mensonge, parce que quand même les bouchons à 2h du matin, c'est pas fréquent, surtout là où ils sont. Et là, Liam, il est vraiment de moins en moins à l'aise et il redit « Non mais il faut vraiment qu'on retourne en arrière, on a oublié un pote en boîte. » Et ça ne marche pas, les mecs ne s'arrêtent pas. En plus, c'est horrible que ce genre de situation, ça puisse t'arriver au moment où t'es pas en pleine possession de tes moyens, frère, t'es bourré. Et ça t'arrive à ce moment-là, tu vois. Après, je crois que quand tu ressens beaucoup de stress en étant bourré, tu dessoules rapidement, genre. Mais je sais pas. Et là, le trajet en voiture commence doucement à se transformer en cauchemar pour Liam. Mais pas pour Sonny, parce qu'elle, elle ronfle vraiment comme un phoque. Bon, à ce moment-là, lui, il cogite dans sa tête, il essaye de trouver une solution, mais à part ouvrir la porte et rouler sur la route, en laissant Sonny, évidemment, en train de dormir, il a pas d'idée. C'est ça. Je rappelle, on est en 94, c'était il y a 30 ans, à ce moment-là, il n'y a pas de téléphone portable, il y a vaguement Internet, mais c'est des modems 56K, etc. Bref, il y a quand même beaucoup moins d'infos qu'aujourd'hui. On a roulé à toute blinde pendant 20 bonnes minutes. Dans un premier temps, dans des quartiers assez tranquilles, avant de passer dans des coins vraiment délabrés. Finalement, le conducteur s'arrête en face d'une maison et je me suis dit que ça y est quoi, on va se faire agresser, violer, tuer ou même tout à la suite quoi. Et le des conducteur sort, il traverse la rue et il disparaît dans la cour de la maison qui est pas éclairée du tout. Je demande alors au fameux JP pourquoi on est arrêté et il me répond qu'on récupère juste quelqu'un avant d'aller faire la fête. À ce moment-là, dans la voiture, il n'y a plus que le mec à l'avant, en siège passager. Et là, Liam se dit, ok, c'est peut-être le bon moment pour me jeter sur lui et l'assommer. En plus de ça, je le précise, mais Liam est beaucoup plus costaud que l'autre, donc il y a moyen que ça passe. Sauf que le temps qu'il se décide, le chauffeur est déjà de retour et il est tout seul. Bon, là, il se précipite dans la bagnole et il remet directement le contact. En plus, vous savez, c'est quoi qui est intéressant, c'est qu'il dit ça s'est passé il y a 30 ans. Et en gros, nous, aujourd'hui, on aurait plus facilement un... Je sais pas, je me dis ce genre d'histoire, sur internet on en a vu, à la en veux-tu, en voilà, ou même dans des films ou des séries, tu vois. Mais il y a 30 ans, internet, c'était pas internet. Netflix, tout ça, tous ces trucs-là où on voit des scénarios horrifiques, c'était pas la norme en fait. Donc, ça fait que quand ce genre de choses ça arrivait aux gens, ça leur arrivait pour la première fois, genre c'est une découverte pour eux, tu vois. Je vois ce que je veux dire ou pas? Si aujourd'hui ils peuvent nous raconter ces histoires pour que nous, demain, on fasse plus attention, c'est parce que, tu vois ce que je veux dire, à l'époque, eux, il y avait personne pour leur raconter cette histoire-là, tu vois, pour qu'ils fassent attention eux-mêmes. Et il repart. C'est loupé pour cette fois. Il est désespéré et il se pose la question de carrément ouvrir la portière alors que la voiture roule pour sortir. Sauf que on peut pas laisser Sonny derrière lui. Bon, là, il essaye alors de discuter pour essayer de calmer sa panique et il demande s'ils arrivent bientôt dans l'autre boîte de nuit. Là, les autres ne répondent pas, vraiment pas très coopératifs. Ils roulent encore pendant 10 minutes et finalement ils s'arrêtent à un feu rouge à une intersection. Là, Liam regarde à nouveau dehors et il remarque qu'ils sont dans un quartier où il y a de la vie. Il voit d'ailleurs des groupes de gens marcher à droite à gauche. D'ailleurs, pas très loin, il aperçoit une voiture de police avec 2 flics qui sont debout juste à côté. Là, Liam se dit que s'il réussit à crier assez fort, peut-être qu'il va se faire remarquer. Là, à ce moment-là, il veut ouvrir la porte, sauf qu'il se rend compte que la porte est verrouillée. C'est un peu prévisible. Bon, à ce moment-là, il se tourne vers Sonny et elle, là, sans aucune raison, elle lève sa main, elle la colle contre la fenêtre arrière, elle fait un signe fuck des doigts. À la police. Il dit putain, ok, si les flics remarquent ça, ils vont se sentir offusqués, ils vont venir. Et ça va marcher. À un moment, ils remarquent. Là, l'un des flics se met à gueuler et il vient en direction de la voiture. Sonny alors en profite pour ouvrir la fenêtre. Alors oui, je fais ces gestes parce qu'en Wesh, elle a carré en étant bourré, frère, c'est Rock Lee. Wesh. fait, c'était des manivelles à l'époque
l'époque, hein, c'était pas automatique. C'était pas Ah ouais, les manuels là pour baisser les vitres. À entrouvrir la portière arrière grâce à la poignée extérieure. Sonny met un coup de coude à Liam pour lui dire c'est bon, la porte est ouverte, on peut s'enfuir. Et donc Sonny s'enfuit dehors. Là, Liam en profite alors pour se barrer par la même porte ouverte et lui il va dans une autre direction. Et c'est lui qui se fait courser par les flics. Pourquoi vous courez, frère? Eh, c'est pas vous qui conduisez, donc même si vous êtes bourré, on s'en fout. Et vous êtes dans une situation de détresse. Il y a circonstances atténuantes là. En même temps qu'il est en train de courir, il rejoint une rue calme et il va se cacher dans des buissons pour reprendre son souffle et Wesh, cours, on dirait on est à la cité, frère. Pourquoi tu cours, frère? peut semer les flics. Alors la fille Sonny, du coup, il est possible qu'en fait elle ait eu le temps de se réveiller entre temps et qu'elle avait perçu le danger et c'est pour ça qu'elle avait réussi à réagir. Et Liam, pourquoi il s'est caché des flics alors qu'il avait besoin d'eux? Là il le précise pas, on sait pas, peut-être sur coup il voulait pas encore plus de représailles, c'est compliqué à savoir. Mais en tout cas, Liam reste planté là, caché dans son buisson et il sait pas combien de temps se passe. Puis à un moment il sort de sa cachette et là il revient sur ses pas pour retourner vers le carrefour. Il espère qu'il va y retrouver Sonny. Mais il remarque que les flics sont toujours sur place. Sauf que la voiture des deux mecs, elle a disparu. Bon, Liam décide alors d'aller dans la direction où Sonny est parti, sauf que rapidement, il réalise qu'il est complètement perdu. Je rappelle, en plus, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de GPS, il est dans une ville étrangère, il est paumé. En plus, il est trop tard pour appeler un taxi, et puis il a aucune idée de là où il est. Il sait même pas s'il est dans la bonne ville, tellement la voiture a roulé. En fait, la seule chose qu'il a, c'est le nom de la rue où Marc habite. Il essaye alors de demander son chemin à quelques personnes, mais aucune ne connaît cette rue. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un couple âgé qui lui indique où se trouve le cinéma, là où il avait passé la soirée à voir le petit film d'horreur. Après je ne sais combien de temps de marche, j'arrive enfin au cinéma. Et de là, je trouve facilement le chemin pour arriver chez Marc. Il est près de 5h du matin quand j'arrive. Et à ce moment-là, ça fait plus de 3 heures qu'on s'est tous quittés à la sortie de la boîte de nuit. Un des gars du groupe Hello la meuf. puis retourner dormir sur le canapé. Mais Marc et les autres n'étaient pas encore rentrés. Je me dirige alors vers la chambre que j'occupe depuis que je suis arrivé. Et en entrouvant la porte, je remarque à mon énorme soulagement que Sonny est complètement affalé sur le lit en train de dormir. Yes. Et Liam se réveille finalement vers 14h et là il veut directement savoir ce qui est arrivé à Sonny dans la nuit. Il l'a laissé comme dormir. Et donc elle raconte qu'après s'être échappée de la voiture, elle a commencé à chercher Liam, mais bon, elle a pas réussi à le trouver et puis elle était complètement épuisée. Finalement, elle a trouvé une cabine téléphonique, ça existait à l'époque. Elle a essayé d'appeler sa coloc, ça n'a pas marché. Puis elle a essayé d'appeler son ex-petite amie et c'est finalement son colocataire à lui qui est gentiment venu récupérer Sonny avant de la déposer chez Marc. Et bon, il avait quand même compris qu'elle était quand même encore pas mal bourrée et puis au bout du rouleau. Bon, alors Liam termine son récit en disant qu'il n'a aucune idée de ce que ces deux gars voulaient faire avec eux. Mais clairement, ça ressemblait pas à une fête qu'il leur avait préparée. Ou alors un type de fête dont ils auraient vraiment pas voulu voir les résultats, quoi. Et ça, évidemment, ça a été au centre de débat les jours suivants. Avec tous les autres amis, vraiment, ils se sont posé la question, mais c'était qui ces types, quoi? Chacun avait son pronostic entre le viol, le trafic d'êtres humains, la vente d'organes ou marché noir, on sait vraiment pas, quoi. Ou peut-être juste une fête, ils voulaient juste s'amuser, quoi, ils se sont trompés. Nah. En tout cas, si de votre côté vous êtes étranger, peut-être suisse ou canadien, et que vous avez connu des expériences traumatisantes en France, alors même que vous êtes Erasmus, un truc du style, n'hésitez pas à les partager, ça peut être vraiment instructif. Et merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle que grâce